y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Exactement, 17h05 plus tôt dans l'après-midi, on a eu une communication avec Dr Martin Laliberté. Il est urgentologue au Centre université de santé McGill. On vous présente donc cette entrevue avec Dr Martin Laliberté. Maintenant, nous avons avec nous en ligne Dr Martin Laliberté. Il est médecin d'urgence donc au Centre université de santé McGill. Bon après-midi, Dr Laliberté. Bonjour. Et Dr Laliberté, comme depuis plusieurs semaines, j'imagine que nos urgences débordent. C'est ça, docteur? Oui, il n'y a aucun doute. On est dans une situation assez difficile. On a appris cette semaine, il y a une journée ou deux, que le taux d'occupation pour l'ensemble des urgences du Québec se chiffrait à 135 %. Et ça, évidemment, c'est la moyenne pour l'ensemble du territoire québécois, ce qui serait, paraît-il, un record pour les 5 dernières années. Donc, évidemment, la situation est très difficile actuellement. Donc, c'est le moment où on se dit, nous, comme patients, et éventuellement de ne pas se présenter si ce n'est vraiment pas très urgent. Oui, ben écoutez, c'est bien certain, c'est évident. Je crois que la population a bien compris. On répète un peu à la population d'essayer d'éviter, dans la mesure du possible, de se présenter à l'urgence quand on est affligé de conditions mineures. Évidemment, c'est important de rappeler également aussi que quand on a des doutes, des inquiétudes sur notre santé, il ne faut surtout pas hésiter, parce que c'est pas toujours facile pour les gens, un peu pour la population en général, d'être capable de déterminer avec exactitude ce qu'on a comme problème. C'est souvent même pas facile pour nous à l'urgence. On doit faire des tests, des radiographies, des prises de sang pour déterminer ces choses-là. Donc oui, si vous pensez être porteur d'une affection qui est mineure, vous pouvez peut-être être évalué ailleurs, oui, c'est certainement une bonne chose. Mais par contre, il ne faut surtout pas hésiter. Il faut surtout pas hésiter si vous vous sentez vraiment malade ou encore vous êtes vraiment inquiet, il faut vous présenter à l'urgence, bien sûr. Et là, docteur, on se demande, est-ce que la question de pénurie de main-d'œuvre, la question de la grève chez les infirmières qui n'est pas tout à fait réglée, est-ce que ça joue un peu beaucoup sur le débordement de nos urgences? Évidemment, c'est un ensemble de facteurs. Je pense qu'il est important de rappeler, c'est que la crise n'a pas commencé il y a 2 semaines, ni un mois. Ça dure déjà depuis quelques années. Je dirais même depuis plusieurs années. Et la situation est particulièrement difficile actuellement à cause d'un ensemble de facteurs. Un manque de personnel, d'abord et avant tout. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et également une incidence assez importante, une prévalence, assez importante d'affections respiratoires qui, évidemment, ont tendance à toucher des gens, surtout la population vulnérable, comme les personnes âgées ou encore les gens qui souffrent, qui ont une maladie chronique, qui font en sorte qu'ils sont immunosupprimés. Donc, évidemment, c'est une charge supplémentaire. Mais, vous savez, c'est vraiment pas quelque chose, c'est pas quelque chose de nouveau. Il semble qu'à chaque année, à la même période, on passe toujours à travers une période qui soit difficile. Et puis, je pense que c'est sérieux dans le temps de regarder d'une façon, d'être capable de faire face à la situation de façon durable et puis d'être capable de prendre soin de notre population pendant 12 mois par année, n'est-ce pas? Et, docteur, il reste et demeure que la salle d'urgence a ses règles. C'est pas nécessairement premier arrivé, premier servi. Il y a une première étape, c'est un triage et c'est donc une évaluation qui est faite. Et oui. Moi, je peux évaluer que ma situation est des plus urgentes, mais l'infirmière qui fait le triage peut estimer que je suis à la 100e sur la liste.
Oui, tout à fait. On a une échelle de triage qui comporte 5 catégories. La catégorie 1, évidemment, étant la plus urgente. C'est parfois difficile, encore une fois, pour les gens de déterminer s'ils sont vraiment porteurs d'une urgence ou c'est une condition relativement mineure. Par conséquent, en cas de doute, il ne faut surtout pas hésiter. Évidemment, ce qui convient de mentionner également aussi, c'est que le problème principal à l'urgence, ce n'est pas un problème d'achalandage. C'est sûr que les gens qui sont porteurs d'une condition médicale mineure vont attendre, mais au bout de la ligne, ils seront vus, ils seront libérés, ils vont pouvoir retourner à la maison. Le principal problème actuellement, c'est le taux d'occupation, c'est-à-dire les civières qui sont occupées par des gens qui sont déjà évalués, qui sont déjà malades, et puis qui malheureusement n'ont pas accès à des ressources hospitalières. Donc, finalement, viennent congestionner le système et nous empêchent, évidemment, par leur présence prolongée à l'urgence, d'être capables de prendre en charge de façon efficace les autres patients qui se présentent par la suite. Donc, je pense que c'est important pour tout le monde de comprendre que, finalement, c'est pas tellement l'urgence qui est encombrée, qui est congestionnée. C'est pas tellement les taux d'occupation de l'urgence, mais la situation de l'urgence reflète l'ensemble de la situation de l'hôpital. Donc, c'est plus juste de mentionner, de dire que ce sont les hôpitaux qui sont congestionnés actuellement et pas simplement l'urgence. Docteur Laliberté, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour l'urgentologue qui est un peu pressé par le temps et surtout qui est conscient du débordement de sa salle d'urgence et qui se précipite à renvoyer des patients? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus de risques d'erreur dans ces circonstances? Oui, évidemment. Quand le pourcentage d'occupation est élevé, on sait que ça a tendance à augmenter le risque d'erreur, pas juste de la part du médecin, mais le risque de complications en général. Quand le taux d'occupation est élevé, premièrement, les gens passent plus de temps dans la salle d'attente, parfois ils en subissent les conséquences. Deuxièmement, évidemment, le séjour prolongé à l'urgence, une fois qu'ils sont évalués, au moment où ils seraient prêts à être admis dans un lit d'hôpital, un vrai lit d'hôpital, quand ce lit d'hôpital-là n'est pas disponible, parfois ça conduit à des séjours qui sont prolongés à l'urgence. Puis là, ici, on ne parle pas d'heures, des fois on parle d'une question de plusieurs jours, hein? Une journée, 2 journées ou 3 journées. À chaque journée qui s'accumule, les patients, évidemment, à l'urgence, n'ont pas nécessairement accès à des soins optimaux. Donc, ils sont plus susceptibles, en attente d'un lit à l'hôpital, de souffrir de complications. D'erreurs de médicaments, d'infections, et puis surtout pour les personnes âgées, de souffrir de complications alors qu'ils doivent passer une journée ou deux sur une civière à l'urgence, parfois dans la salle d'attente. C'est très mauvais pour la santé, vous savez, et puis malheureusement, ça conduit effectivement à des complications. Donc, il faut voir la situation comme étant une situation qui est très sérieuse dans le sens où c'est pas juste attendre après un lit, mais attendre parfois avec des risques de pouvoir avoir des complications qui peuvent être explicables par une durée de séjour prolongé à l'urgence. Docteur, vous avez parlé d'un système qui est malade littéralement et surtout quand on se rappelle dans Cotton, il y a eu au moins 2 cas de personnes, patients qui ont succombé, qui sont décédés sans avoir vu un médecin d'urgence et également en région au moins un cas répertorié. Est-ce que ça contribue encore à alourdir la charge pour le médecin d'urgence? Oui, je crois que ces cas sont bien connus, sont bien documentés. Les enquêtes sont en cours actuellement. Je ne pourrais évidemment pas vous donner de détails parce que je ne suis pas vraiment au courant. Mais il n'en reste pas moins que c'est des cas qui illustrent un petit peu la situation qui est très difficile. Certains ont même déjà parlé d'une situation un peu catastrophique, une espèce de catastrophe médicale à quelque part, où malheureusement on ne semble pas avoir les ressources suffisantes actuellement pour être capable de prendre de façon efficace et sécuritaire l'ensemble des patients. Vous savez, ces décès-là sont extrêmement malheureux. Il est possible qu'il y en ait eu d'autres également. Il est possible que ce ne soit que la pointe de l'iceberg. Et puis, à ce titre-là, tout le monde est inquiet. Je crois que tout le monde actuellement au Québec connaît la situation difficile. Ceux qui peuvent faire quelque chose, évidemment, tentent de le faire actuellement. C'est une situation qui s'est détériorée et puis s'est dégradée pas au cours des derniers mois, mais je dirais au cours des dernières années. Donc, par conséquent, je crois que tout le monde comprend qu'il n'y aura pas de remède miracle, qu'il n'y aura pas de baguette magique pour pouvoir régler les problèmes. Mais évidemment, il va falloir établir un certain nombre de priorités pour pouvoir commencer à l'endroit qui va nous permettre d'avoir un impact le plus grand possible pour les populations qui sont les plus vulnérables,
comme par exemple les personnes âgées. Docteur, je dois vous laisser aller voir d'autres patients, mais une dernière question. En cas de doute, est-ce qu'on fait un test appelé le 811 et éventuellement, si on a, est-ce que vous iriez jusqu'à conseiller d'aller à une clinique privée si on a la possibilité de voir un médecin en cas de doute? C'est une possibilité pour les gens qui peuvent se le permettre, bien sûr, effectivement, c'est une possibilité. Évidemment, au point de vue philosophique, au Québec, on a un système de santé publique qui devra, évidemment, je l'espère, être capable d'être préservé pour pouvoir servir l'ensemble de la population. C'est actuellement, compte tenu des circonstances, évidemment, on essaie de trouver les ressources qu'on peut. Et encore une fois, s'il vous plaît, ne pas hésiter. Si vous pouvez voir quelqu'un dans une clinique, ça va, mais ne pas hésiter si vous êtes vraiment soit malade ou encore très inquiet. N'hésitez surtout pas, présentez-vous à l'urgence. Ça restera encore la chose la plus sécuritaire à faire. Docteur Martin Laliberté, médecin d'urgence au Centre universitaire de santé McGill. Je vous remercie, docteur, d'avoir pris du temps de nous parler et puis je nous souhaite bonne chance, docteur. Je vous en prie, tout le plaisir fait pour moi. Merci, au revoir. Au revoir.